Faut pas que je me mette un jeu chill. Si je me mets un jeu chill, là, je suis mort. Faut que je me mette un jeu un peu nerveux. Ou un jeu qui me demande beaucoup de concentration. Je suis en train de voir. J'ai une idée, mais il faut que j'aille chercher ma Switch pour pouvoir faire ça. Je reviens de suite. Il faut que j'aille chercher la Switch. Voilà. J'en ai profité pour fermer et voler un peu de partout parce que le soleil se lève et la chaleur va arriver avec. Ah, faut juste attendre un peu que la Switch se charge un minimum parce qu'il est complètement déchargé. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Ok. Bon, il faut attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut voir la dernière vidéo de The Great Review. Et ça peut être sympa en attendant que cela se fasse. La dernière vidéo de The Great Review, c'est sur pourquoi Nintendo porte plainte sur tout le monde. Voilà. Donc, tac, tac. Bon, on va avoir un petit peu de pub. Cette fois, la vidéo est présentée par Oli, qui est une boisson, sauf qu'elle se présente pas sous forme de boisson, t'achètes de la poudre, puis tu mets la poudre dans l'eau et tu as ta boisson. Ce qui est assez incroyable parce que ça veut dire que t'as pas à porter des grands packs de 6 kilos du magasin jusqu'à chez toi. De Vraiment, la quand t'achètes poudre une qui Coca, se transforme en boisson. porte 99% d'eau. Et si tu jettes des dizaines et des dizaines de bouteilles en plastique au fur et à mesure de l'année, c'est parce qu'il fallait contenir l'eau. Donc l'idée de fournir par toi-même l'eau avec le robinet quand tu arrives chez toi me paraît assez incroyable. D'ailleurs, ça semblait tellement logique quand j'ai commencé à le faire avec Oli que ça m'a fait me demander pourquoi la plupart des sodas n'étaient pas vendus en poudre. Aussi, c'est plutôt bon, je dois admettre que c'est plutôt bon. Alors, ils ont plein de goûts différents, ça dépendra pour vous, mais prenez-le de la part de quelqu'un qui boit que de l'eau du matin au soir et qui n'aime pas le soda, qui trouve que c'est trop sucré. Oli, ça se buvait bien. C'était moins agressif, c'était moins sucré, et franchement, ça se laissait beaucoup mieux boire. La marque est sans sucre, et elle est divisée en 3 gammes. Ice Tea, hydratation et énergie. Et quand vous prendrez une boîte, elle vous tiendra à peu près une centaine de verres. Maintenant, si vous ne savez pas quelle boîte prendre, il y a un starter pack avec tout un tas de goûts parmi les plus populaires et la bouteille. Et ce starter pack sera un petit peu moins cher si vous y allez avec le code TGR5. Voilà. N'oubliez pas que c'est pas de l'eau, buvez pas que ça à longueur de journée quand même. Et si vous prenez la gamme énergie, n'en donnez pas aux enfants, de la même façon que vous leur donneriez pas du café. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Voilà, c'était le moment de pub. C'est pas un studio de jeux vidéo comme les autres. C'est la seule boîte dans l'industrie que ta daronne, qui n'en a rien à carrer des jeux vidéo, a une vraie chance de connaître. Oui. Bon, on est 2 fois Mario, ok, 3 fois Mario. Sont pas juste les premiers fournisseurs mondiaux de jeux mignons et familiaux et colorés. Pour les fans, ils sont aussi la boîte avec l'équipe d'avocats la plus méchante et la plus agressive du milieu. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est
Quand t'aimes un jeu vidéo, quand t'aimes un univers, t'as envie de créer des trucs autour de cet univers. T'as envie de composer des musiques, d'écrire des histoires, de faire des jeux, de faire des vidéos. C'est normal. Ça s'appelle être un fan. On aime un univers, on a envie de faire des trucs dans cet univers. Les boîtes aiment pas trop ça, mais par exemple les Américains, faut vraiment que tu commences à leur coûter de l'argent pour qu'ils s'embêtent avec toi. Alors pour qu'Activision s'embête à te traîner devant un juge, faut vraiment que ton mode pour Call of Duty promette d'être tellement gros qu'il pourrait taper dans les ventes du prochain Call of Duty. Là, il y aura un problème. Sinon jamais. Nintendo, ils sont prêts à faire fermer la chaîne du petit musicien qui remixe des musiques de Metroid, alors que sa chaîne elle est démonétisée depuis 20 ans, qu'il a jamais touché un centime dessus. Ils font Non. fermer la chaîne quand même. Et ils envoient des lettres d'avocat au mec qui fait un petit jeu Pokémon dans son grenier. Alors que son jeu n'est pas en vente. Et son jeu sera jamais en vente. Mais il a partagé des images sur internet, lettres d'avocat. Ils font fermer des tournois de Smash sous prétexte que le jeu a été légèrement modifié, alors que la modif sert à ce que les gens puissent jouer de chez eux pendant le Covid. Vous voyez? Ils ont fait un truc aussi assez fou. Je sais pas si vous le savez, j'avais entendu parler de cette info, de cette histoire. C'est un mec avait fait un mod sur Internet, donc il a même pas gagné de l'argent là-dessus. Il a fait un mod sur Internet qui permettait de jouer au premier Mario, mais en Battle Royale, c'est-à-dire avec 100 personnes. Donc 100 personnes faisaient le premier Mario Bros, speedrunner le truc, etc. Quand ça tue un mod, ça renvoyait vers un adversaire, etc., etc. Et le but, c'était d'être le dernier survivant. Et du coup, le truc loupé, etc. Bref, il y avait les 8 mondes, tout. Nintendo sont arrivés, ils ont fait un procès pour faire fermer ce truc, etc. Et ils l'ont fermé, donc page internet impossible d'accès, etc. Quelques années passent, et là, il y a les 35 ans de Mario. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé aux 35 ans de Mario? Parce qu'il y a un jeu qui est arrivé gratuitement pour les 35 ans de Mario et qui a été juste durant la durée de l'anniversaire des 35 ans de Mario. Et c'était Super Mario 35. Un jeu où tu faisais le premier Super Mario Bros. En Battle Royale, mais avec 35 personnes. Ça vous dit quelque chose? Exactement. Et du coup, la rumeur veut que Nintendo ait volé en fait le code et adapté pour la console. Voilà, la rumeur veut ça. C'est cette volonté de goumer des gens qui ne représentent aucun danger financier. Et le mode existait au moment où les battle royale ont pris de l'ampleur. Du coup, tout le monde faisait des battle royale et des gens s'amusaient à faire des battle royale de jeux vraiment vieux, arcade, voire des jeux flash d'époque en battle royale, exprès pour justement voir ce que ça fait et voir des gens qui sont dans le même délire qu'eux pour se battre dans le même truc. Et de le faire régulièrement, qui les sépare des autres. Il y a un site qui s'appelle Suit by Nintendo qui regroupe toutes les affaires de la boîte depuis qu'elle a commencé à être importante. Et j'ai vu dessus presque 50 affaires pour ces 5 dernières années. Genre 10 affaires par an. Et maintenant, c'en est au point où c'est rentré dans la conscience collective. Genre, Et il y a pas longtemps, je marchais dans non, Paris c'est et sur j'ai vu Palworld. un Mario en papier découpé dans la vitrine d'un plombier. Et vraiment, c'est ridicule. Mais la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est frérot, tu as de la chance que les avocats de Nintendo se baladent pas dans le 17e. Ah oui, et pour dire à quel point, ils sont allés à mettre en procès une épicerie, tout ça parce que le mec de l'épicerie en question, je crois que c'est en Argentine, un truc comme ça, donc l'autre bout du globe par rapport à Nintendo Company, une petite épicerie locale, même pas genre une grande chaîne ou quoi que ce soit en Argentine, petite épicerie locale d'un village argentin qui s'appelait Super Mario. La raison de pourquoi il s'appelait Super Mario, c'est parce que la personne qui la gère s'appelait Mario. Le patron de cette entreprise s'appelait Mario et du coup, ils ont essayé de faire fermer cette petite épicerie locale qui s'appelait Super Mario par un procès. Bien sûr, ils sont pas arrivés. Ils y sont pas arrivés puisque ben déjà c'est une petite épicerie locale, donc déjà pour le juge
il y avait un problème d'ampleur et d'échelle. Un peu abusé de faire fermer une petite épicerie locale qui va jamais faire de l'international, face à un truc. Deuxième chose qui a fait que ça a pas marché, c'est, sur le truc, des ventes, parce qu'une épicerie, ça vend des fruits et des légumes, ça vend le nécessaire pour manger et cetera, et Nintendo, il vend des jeux. Et voilà, et en plus de ça, le patron s'appelait Mario, donc il avait en fait, en toute légalité, le droit de s'appeler Mario. En fait, le problème, c'est que Nintendo ne peut pas faire un procès à tous ceux qui s'appellent Mario. C'est un prénom à la base. C'est comme s'il faisait un procès à la France, tout ça parce que dans l'histoire de France, il y a une grande dame qui s'appelait Zelda, sachant que c'est leur inspiration pour Zelda, le jeu. Qui ensuite a donné l'inspiration à Robin Williams d'appeler sa fille Zelda. Et ce n'est pas le premier truc que j'aurais pensé si ça avait été un personnage qui appartenait à n'importe qui d'autre. L'explication, généralement, c'est que c'est comme ça au Japon. Et c'est leur culture, et d'ailleurs c'est reflété dans le droit japonais, qui donne toujours raison à l'ayant droit, peu importe le litige, et il n'y a rien à faire. Et comme Nintendo c'est de loin la plus grosse boîte au Japon, ça fait plus de bruit quand c'est eux, mais c'est juste la culture du pays. Je sais pas si je suis 100% d'accord. Parce que quand tu regardes de plus près les autres grosses boîtes japonaises, Square Enix ils tolèrent 15 000 modes pour FF14. Alors, ils sont pas contents, mais ils les tolèrent. Et Square Enix ils ont jamais attaqué l'émulation. Contrairement à Nintendo. Alors que l'émulation, ça concerne de fou les vieux Final Fantasy. Ouais. Genre Sega tolère 10 000 faux jeux Sonic. Et Capcom tolère 10 000 faux jeux Megaman. Et il y a des mods sur Street Fighter et patati et patata. C'est vrai que ces boîtes sont généralement plus... Et sans compter que grâce à l'émulation en question, déjà ça conserve les jeux, euh, en plus de l'ampleur du jeu, ça conserve les jeux. Il y a des jeux qui ont été oubliés, vraiment des jeux qui sont devenus des mass médias et qui, un jour, un mec a dit putain, j'ai le CD. Et qui s'est dit j'ai essayé de le foutre pour le partager au grand monde. Et il y a eu des jeux qui ont été retrouvés comme ça. Donc, vraiment, l'émulation, c'est vraiment une bonne chose. De plus, bah, plus la console est vieille, plus ça devient difficile à essayer de le streamer. Donc, strictes que les boîtes occidentales. Et elles ont toutes celles qu'on vient de citer, elles ont toutes fait fermer des projets de fans. Mais elles y vont plus au cas par cas. Elles y vont plus dans les cas qui sont graves. Aucune d'entre elles a l'agressivité de Nintendo. Et donc, généralement, l'explication finale, c'est ils sont juste comme ça, frère. À la fin, il y a plein de gens sur Twitter qui disent bah c'est la culture d'entreprise chez Nintendo, ils sont comme ça, et il n'y a pas vraiment de raison identifiable. Permettez-moi de proposer une raison identifiable. Est-ce que vous connaissez Atari? oula, un mec, C'est marrant parce ça que c'est si pas on bon. pose la question à quelqu'un qui a plus de 35 ans, il va nous dire oui, genre Atari, évidemment que je vois. Mais si on pose la Ça a question failli à des gens faire 20 crash quelques le jeu, années, ça. Ouais, il va crash le probablement nous marché regarder des avec des jeux. grands yeux et pas voir du tout. Parce que c'est quelque chose qui était super important et qui a disparu d'un coup. Et on va voir pourquoi. Atari est le fabricant de consoles originelles. À l'époque, avant d'avoir une Xbox ou une PlayStation, tu avais une Atari. Et tous les enfants avaient une Atari. Atari a eu un truc que plus aucun constructeur a eu par la suite. Ils ont eu tout le marché pour eux. 80% des consoles vendues, c'était eux. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il y avait des boîtes rivales. C'est en grande partie qui sont arrivés à un moment où une console de jeu, c'était un boîtier avec une dizaine de jeux dessus. Et tu pouvais pas en mettre d'autres. Donc t'achetais ta console, tu jouais aux 10 jeux. Et si t'en avais marre des 10 jeux, il fallait acheter une autre console. Et un beau jour, Atari débarque en disant alors attention, idée de génie, sur ma console, il y a une fente. Et maintenant, tu peux revenir à la boutique et acheter d'autres jeux et continuer à jouer sur la même console pendant des années. Et c'est pas eux qui ont inventé cette technologie, c'est juste eux qui l'ont marketé en premier de façon efficace. Et donc, évidemment, ils ont éteint la concurrence. Leur console Star est devenue ultra légendaire. C'est littéralement la première console de salon à succès de l'histoire. C'est celle qui fait réaliser à des millions de gens
qu'au lieu d'aller aux arcades, ils peuvent rester chez eux comme des sacs. C'est elle qui a introduit dans la famille occidentale ce délire de il y a une console posée à côté de ma télé et je vais régulièrement acheter des jeux pour elle. Elle s'appelle la Atari 2600. Elle s'est tellement vendue pour l'époque qu'aujourd'hui encore, il y a plus de copies de Atari 2600 vendues que de Xbox. La première Xbox. Alors que la Xbox, elle va sortir 25 ans plus tard, à un moment où il y a 10 fois plus de joueurs sur Terre. Et accessoirement, la Atari 2600, je trouve qu'elle a trop de flow. C'est entièrement moi sur ça, mais rendez-nous cette esthétique des années 70 où il y avait du bois partout, s'il vous plaît. Parce que moi, je vois la Atari 2600, et la première chose qui traverse mon esprit, c'est comment ça se fait qu'un truc qui est sorti il y a 45 piges ait plus de flow dans un salon qu'une PS5. C'est vrai que la tireuse à bière Donc, la première console de à succès de PlayStation, l'histoire de et Sony. fait pas courant pour une boîte dans les années 70. Il y a tous les soirs au quartier général des fêtes absolument énormes et il faut installer des jacuzzis dans les bureaux et ils font les réunions dans les jacuzzis et il paraît, peut-être une légende urbaine, peut-être pas, il paraît que la rue tout entière sentait la weed juste à cause des bureaux d'Atari parce que les employés étaient extrêmement jeunes et c'était tous des énormes geeks. Mais c'était vraiment pas courant ce genre d'ambiance d'entreprise dans les années 70. Vous voyez cette esthétique Silicon Valley, start-up, oui on brasse des milliards mais on est cool, on est des geeks, on travaille en t-shirt. Cette esthétique est née chez Atari. Évidemment tout le monde les trouve beaucoup trop cool, évidemment tout le monde veut bosser avec eux, d'ailleurs tout le monde a bossé avec eux. Steve Jobs, il a travaillé chez Atari avant d'aller fonder Apple. Bill Gates travaillait chez Atari avant d'aller fonder Microsoft. Vous voyez, vu l'impact qu'ils ont eu sur le milieu de la tech, vu l'avance qu'ils avaient, la thune qu'ils avaient, la position ultra avantageuse qu'ils avaient, l'influence qu'ils avaient, Atari, ça devrait être un géant de la tech aujourd'hui. Comme Apple et Microsoft. Au minimum, ça devrait être un géant du jeu vidéo comme Nintendo. Où est-ce qu'ils sont ? Vous avez joué à un jeu Atari récemment ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Si on zoome à l'intérieur d'Atari, on se rend compte qu'au milieu de la fête et des jacuzzis, il y a un petit groupe de développeurs qui est pas content du tout. C'est des développeurs très talentueux. Des fois, ils font des jeux incroyables, qui se vendent dans tous les États-Unis, qui rapportent des milliards. Et quand ça arrive, Atari dit quoi ? Atari dit très bien joué, voilà tes 2000 par mois, comme convenu. Et ils disent on est des artistes. Un artiste, c'est censé être payé en fonction du succès de ce qu'il fait. Si un peintre peint un chef-d'œuvre, il devient riche et célèbre. Si un auteur écrit un best-seller, il devient riche et célèbre. Nous, si on fait un jeu merveilleux qui se vend à travers tous les États-Unis, on n'a rien. Atari, en nous imposant le système d'être salarié, Atari s'est juste assuré que si on rencontre le succès en tant qu'artiste, c'est eux qui récupèrent tout. Et non seulement la boîte se fait des milliards et ils touchent quasiment rien dessus, mais ils peuvent même pas se servir des bons jeux qu'ils ont fait pour se faire connaître, parce que Atari a pas jugé bon de reprendre la tradition du cinéma où tu mets le nom de l'équipe à la fin de l'œuvre. Il n'y a donc pas de crédit à ce moment-là dans le jeu vidéo. Quand tu arrives à la fin d'un jeu Atari, ça dit « Atari, bonne journée ». Au bout d'un moment, les devs pètent un petit peu un câble. Donc ils débarquent dans le bureau de la direction et ils disent « Écoutez, on veut deux trucs. On veut toucher un pourcentage de ce que vous faites sur les jeux et on veut que nos noms soient à la fin des jeux qu'on fait. Alors, quand même. » Et la direction rigole. La direction dit « Vous allez partir. On est Atari. Personne quitte Atari. Donc vous allez absolument rien avoir. Et bonne journée. » Et c'était une erreur. C'était une erreur. Parce que ce groupe a vraiment démissionné. Et ils ont fondé un studio. Et le but de ce studio, la mission de ce studio, c'était de montrer au monde que le plus important quand tu fais des jeux, c'est pas d'avoir un nom super prestigieux et super important comme Atari, c'est la vision créative des gens qui ont fait ce jeu. Voilà. Et pour illustrer ça, ils ont appelé leur boîte Activision. Donc, Activision part faire son premier jeu. Et la direction de Atari les regarde partir en disant « Mais frère, laisse-les partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller faire des jeux pour la Fairchild Channel F, possédée par 8 gamers sur cette terre. Ils peuvent pas aller chez la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. » Donc en fait, même s'ils partent pour faire des bons jeux, ils vont les faire sur une console que personne a, personne va acheter leurs jeux, ils vont faire faillite. Et ils sont complètement fous de partir. Donc quelques mois, c'est cool. Et Activision sort son premier jeu, et c'est un jeu pour la Atari 2600. Et là, Atari fait meuh. Mais t'as pas le droit. Et Activision fait frérot, je pense honnêtement que j'ai le droit. Et Atari porte plainte, évidemment, et les traîne devant un juge et fait monsieur le juge, ils viennent de faire un jeu sur ma console sans mon accord, c'est une dinguerie quand même.
Et le juge dit, ok, je vois, pause. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'illégal exactement? Parce que je peux pas les condamner pour avoir fait un jeu, et je peux pas les condamner juste parce que le jeu tourne sur ta machine. Ce n'est juste pas illégal. Et Atari fait, ok, ouais, très bien, faire un jeu pas illégal, super, sauf qu'ils savent comment faire un jeu sur ma machine parce qu'ils ont bossé chez moi. Et le vol de secrets d'entreprise, ça c'est très 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 illégal. Et là, Activision fait, mon meilleur frérot, n'importe qui sur cette terre, avec un peu de connaissances en informatique, peut acheter ta console, la démonter, comprendre comment elle marche et faire des jeux dessus. L'idée de il faut forcément être passé chez toi pour avoir une chance de comprendre la Atari 2600 est risible. Et le juge dit, je suis plutôt d'accord avec Activision. C'est à la portée de tout le monde de faire un jeu sur cette console. C'est tellement à la portée de tout le monde que c'est pour ça que vous avez une protection dessus pour qu'elle lance que vos jeux officiels. Et là, Atari fait quelle protection? Et le juge dit la protection qu'il y a sur votre machine pour qu'elle lance que les programmes que vous avez approuvés. Et Atari fait On n'a on pas de pensait que la protection. console était à nous. On pensait pas que quelqu'un oserait commencer à faire des jeux dessus. Et donc il n'y a pas de protection. Et là le juge fait attendez, vous êtes en train de me dire que la console lance n'importe quel jeu fait par n'importe qui sans problème? Donc vous êtes en train de me dire que vous avez mis dans 15 millions de foyers aux États-Unis une machine dont le design dit que n'importe qui peut faire des jeux dessus. Et ben donc je ne peux rien pour vous les potes. Pour la défense de Atari, quand même, ils l'ont pas vu venir parce qu'on est tellement tôt dans l'histoire du jeu vidéo qu'il n'y a pas de studio. Bien. Il n'y a juste pas de studio. On est tellement tôt que les seules 3 boîtes qui s'embêtent à faire des jeux pour console, ce sont des boîtes qui font des consoles. Donc, Atari fait tous les jeux pour la Atari, Fairchild fait tous les jeux pour la Fairchild. Et les jeunes développeurs qu'ils ont engagés pour leur faire des jeux n'ont pas encore capté qu'ils pourraient aller le faire à leur compte. Sauf si tu les pousses dehors en les payant pas assez. Et donc Activision est la première équipe à débarquer en disant non, on veut juste vivre de nos jeux. Et on voudrait qu'ils soient sur la console que tout le monde a, s'il vous plaît. Et Atari va devant le juge et fait frère, comment j'aurais pu prévoir des mecs pareils? Et le juge dit je suis désolé, il fallait mieux protéger ce que t'as. Aucune protection sur la console. Je n'ai pas de base pour interdire quoi que ce soit à qui que ce soit là. Ce jour-là, Activision ont gagné le droit de continuer à faire des jeux sur la Atari et ils sont devenus le premier studio. C'est assez important de cette phrase-là, la phrase de la protection, pour une seule et bonne raison, c'est que grâce au système de la protection, ça voudrait dire qu'Atari aurait raison et qu'il y aurait eu forcément vol d'infos, etc. Or, comme vous le savez, s'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de preuve que ce secret d'entreprise a été brisé. Sans preuve que le secret d'entreprise a été brisé, voilà. Donc techniquement, en fait, comme ils n'ont pas protégé, c'est à la portée de tout le monde et donc du coup, Activision réussit le Pour la procès. première boîte indépendante qui fait des jeux pour une console qui n'est pas à eux. Très ironiquement, le jour de leur grande victoire, ils ont signé leur arrêt de mort. Ils viennent de montrer au monde entier qu'il y a une énorme faille dans la protection juridique de Atari et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur quel jeu il y a sur leur console. L'année du procès, si on était allé au salon du jeu vidéo de l'époque, on n'aurait vu quasiment aucun exposant. C'était le tout début. Il y aurait eu Atari, Activision et un concurrent d'Atari. L'année d'après, ils étaient 17. Et l'année d'après, ils étaient 158. C'est la première grande explosion de l'industrie des studios aux États-Unis. Et certains de ces studios sont fondés par des devs et veulent devenir comme Activision et faire des cool jeux et c'est adorable. Mais la grande majorité de ces studios sont fondés par des investisseurs qui veulent juste faire rapidement des jeux sur la console populaire que tout le monde a. Et ils engagent des devs qui n'ont aucune expérience. Et quand les devs qui n'ont aucune expérience viennent voir leur patron en disant « Patron, on ne sait pas comment faire un jeu qui va être un hit, en fait. » Le patron dit « Ce n'est pas grave. Vous prenez un jeu qui a eu du succès et vous faites la même. » Ils peuvent faire ça
Ah, ils peuvent absolument. Déjà, les jeux de l'époque sont pas très compliqués, donc ils sont relativement rapides à copier. Et puis surtout, les idées ne sont pas protégées dans le jeu vidéo. Si t'as une idée de génie, si t'es la première personne à inventer un jeu où on doit sauter d'un nénuphar à l'autre, bravo, personne n'avait eu l'idée avant. Si un de tes concurrents pique ton idée et fait un jeu qui est 99% comme le tien, et que tu vas voir un juge, le juge ne pourra rien pour toi. Rien du tout. Les idées ne sont pas protégeables. Tu peux faire protéger des mini-trucs, genre un dessin. C'est-à-dire, si ton concurrent est suffisamment bête pour reprendre ton héros et le redessiner exactement à l'identique dans son jeu, C'est pour ça que Nintendo euh, ne, ne peuvent pas interdire les jeux de plateforme, etc., les jeux d'aventure, etc. Mais ils brevettent des parties de leur codage qui permettent une fonctionnalité. Voici ce qu'ils font. Genre, et c'est sur ça d'ailleurs qu'ils sont en train de mettre un procès avec Palworld. C'est l'effet de capturer. Alors, c'est pas juste capturer avec une sphère. C'est le fait de capturer un monstre avec une sphère et l'utiliser comme monture. C'est ça la fonctionnalité sur quoi. C'est énorme et il y en a 13 trucs comme ça différents. Euh, 13 brevets de fonctionnalités de jeu qui Nintendo possède et qu'ils ont attaqué Palworld avec. Et ils ont essayé de les remettre aux États-Unis pour pouvoir réattaquer la firme aux États-Unis, comme ça, de double peine, etc. Ça n'a pas marché puisque tous ces brevets ont été refusés par les Américains. Et donc, du coup, il reste plus que les procès japonais entre les deux boîtes japonaises, c'est-à-dire Pocket Pair et Nintendo. Et d'ailleurs, la somme qu'ils demandent, honnêtement, elle est ridicule. C'est, je crois, un truc comme, je sais plus, 3 000 ou 30 000, un truc comme ça. 30 000 balles en euros. Après, vous faites la conversion là-bas. Mais juste pour dire qu'ils ont gagné un procès et faire chier leurs concurrents. Face au succès qu'a eu Palworld à sa sortie, là tu pourras l'attraper c'est avec des jeux ridicule. vidéo. Il va piquer toutes tes idées et changer très légèrement la tête du personnage. Et tu ne pourras rien faire. C'est comme ça que cette fraude de Palworld arrive à s'en sortir en disant bon, ça la mèche, il est bleu, ça n'a absolument rien à voir. Et ils s'en sortent, vous voyez. Si les idées étaient vraiment protégeables dans le jeu vidéo, Valve aurait attaqué Riot, Valorant n'existerait pas, et personne n'aurait jamais claqué 60 balles dans un skin de Vandal. Vous voyez les conséquences? Ok. Qui est l'arbitre dans cette situation normalement? Puisque c'est pas le juge. C'est le propriétaire de la console. C'est le constructeur qui voit arriver les jeux honteux qui sont copiés et qui dit on a déjà un jeu qui est 99% comme ça, donc non merci. Mais ici on a vu, Atari ils sont neutralisés, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir. Donc, à partir de ce procès, à chaque fois que quelqu'un fait un jeu un petit peu potable sur la Atari, dans les 3 semaines, il a 15 clones. Et des clones bâclés, des trucs avec moins d'attention dedans, des trucs codés en une semaine pour voler la thune des gosses qui pensent que c'est le jeu original. Et les gosses, bah on est en 83, il n'y a pas internet pour les aider, ils rentrent dans la boutique, et vraiment, 14 jeux sur 15, c'est des pièges. Ça arrive rapidement à un point qui est tellement grave, que si tu sors un après-midi pour acheter un jeu pour ta Atari, tu as 9 chances sur 10 de rentrer chez toi avec une version plus nulle d'un truc que tu as déjà fait. Combien de Ce qui a temps failli de tuer la vous console. continueriez à acheter des jeux vidéo si c'était à ce point une arnaque? Parce que les Américains ont tenu un an, en gros. C'est-à-dire qu'à partir de début 83, après un an de ça, ils arrêtent d'acheter des jeux. Et ils arrêtent. Ils arrêtent. C'est-à-dire que début 83, les propriétaires de boutiques commencent à renvoyer des jeux par palette au studio en disant mais reprenez vos trucs, je ne peux pas écouler la moindre copie. Et évidemment, les 150 studios honteux qui voulaient juste faire des jeux faciles, ils n'ont pas les fonds pour rembourser. Donc ils font faillite. Tous les uns après les autres. On parle d'une centaine de sociétés différentes qui s'effondrent en succession. Et juste sur ça,
une bonne moitié des gens qui travaillent dans le jeu vidéo perdent leur job. Et c'est pas mieux pour les grosses boîtes. Alors, l'atteinte à l'image du jeu vidéo est tellement grave à ce moment-là. Après 1 an de ça, les gens y croient tellement plus que même si Activision faisait un jeu incroyable, personne viendrait l'essayer. Donc Activision doit virer la moitié de leurs employés. Et Atari doit virer la moitié de leurs employés. Et on monte à plus des 3/4 des gens qui travaillent dans le jeu vidéo perdent leur job. Là-dessus arrivent tous les vieux analystes américains qui sont tout contents et tout triomphants et qui arrivent en disant « Écoutez, on vous l'avait dit que ce délire de jeu vidéo, c'était une arnaque. C'est enfin terminé et nos enfants vont retourner faire des trucs normaux comme du baseball ou du vélo. » Et la crise s'aggrave, et elle s'aggrave, et elle s'aggrave, et à un moment, les ventes de consoles atteignent un niveau qui est tellement proche de zéro que... imaginez si aujourd'hui, il y avait une crise du jeu vidéo tellement grave que Nintendo abandonnait tous ses jeux vidéo dans la rue. Alors, Nintendo est tellement persuadé qu'ils ne vendront plus jamais une copie, alors que le jeu vidéo c'est fini, qu'ils préfèrent juste faire de la place dans les entrepôts, ils jettent tous les jeux dans la rue et comme ça ils mettent des micro-ondes dans leurs entrepôts. Et maintenant c'est des vendeurs de micro-ondes. Il y a un endroit aux États-Unis avec des dizaines de milliers de cartouches Atari, au milieu de nulle part. Parce que fin 83, Atari a jeté l'éponge et largué le stock dans le désert. Vous vous en doutez, mais Activision a survécu dans une forme super affaiblie, ce qui a permis à un certain Bobby de les racheter pour vraiment pas cher 10 ans plus tard. Atari pareil, Atari, techniquement ils existent encore aujourd'hui, techniquement ils ont survécu, mais ils n'ont plus jamais compté dans l'histoire du jeu vidéo. Ce qui est incroyable parce que c'est de très loin l'entreprise la plus importante du début du jeu vidéo. Et ils ont été dégagés de l'histoire de l'industrie en 1 an comme ça. Et de l'autre côté du Pacifique, il y a une petite boîte qui regarde au loin ce qui se passe aux États-Unis et qui voit alors tout le monde qui perd son job, les boîtes qui implosent et qui se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas ? Et cette petite boîte qui pour l'instant est complètement inconnue au bataillon en dehors de son pays, elle a ce que les Américains pensent que ça n'existe pas. Ils ont une console avec 1 millier d'idées incroyables et originales dessus que personne n'a encore essayé. Leur console, elle marche tellement bien qu'elle est en train de faire d'eux des gens un peu importants au Japon. Et c'est elle qui leur donne la confiance de peut-être essayer de faire un pas à l'international. Ils sont là en train de se dire, puisque les petits Japonais, ils aiment tellement notre console, ça marcherait peut-être aux États-Unis. Sauf qu'il y a des proches autour d'eux qui leur disent, vous réalisez pas, vous n'avez aucune chance. À l'heure actuelle, c'est même pas que les Américains sont en colère contre le jeu vidéo. C'est qu'ils pensent que c'est une arnaque. C'est-à-dire que si vous tentez de faire circuler une pub pour votre console dans un journal américain, le chef du journal va dire non parce que je ne veux pas colporter une fraude. Et les magasins vous diront non, pareil pour leur respectabilité. Et là, Nintendo, ils se disent, ok, il nous faut un plan d'infiltration. Et cette boîte, qui à l'époque est vraiment inconnue au bataillon en dehors du Japon, va faire des trucs sacrément ambitieux. D'abord, ils ont besoin d'un endroit. Ils ont besoin d'un endroit où vendre la console. Sauf que c'est impossible parce que les propriétaires des magasins, ils veulent plus de jeux vidéo dans leur vitrine. Alors ils ont créé un jouet, Rob. Si vous jouez à Smash, vous voyez c'est quoi Rob. Vous voyez Rob, le robot ? Ok, ils ont fabriqué Rob pour pouvoir aller en entretien avec les proprios des magasins. Et le proprio du magasin leur dit « Nintendo, vous seriez pas un vendeur de jeux vidéo, vous, par hasard ?» Et Nintendo fait... non. Heureusement qu'il faisait des jouets aussi. Regarde Rob, il est adorable. Rob. Laisse-moi mettre Rob dans la vitrine. Il faisait des cartes, des jouets avant. Il vend avec lui son boîtier électronique qui lui permet de faire des trucs cool. C'est pas un jeu vidéo, c'est juste que c'est un jouet super avancé. Il a besoin de son boîtier. Le boîtier, c'est la console. C'est la Famicom déguisée. C'est exactement la même console à l'intérieur. Sauf que au Japon, on dirait une espèce de vaisseau spatial, alors qu'aux États-Unis, elle est grise et triste et elle a rien qui pourrait attirer l'attention dessus. En fait, ils lui ont donné une tête de lecteur de cassette pour qu'elle attire pas l'attention. Et elle a l'endroit où tu mets les jeux vidéo est planqué derrière un truc qui s'ouvre et qui se ferme parce que si jamais on voit une cartouche dans la fente de la console, ça pourrait rappeler la Atari 2600. Pareil pour le nom. Au Japon, elle s'appelle la Famicom. C'est famille et computer et c'est fun et c'est la joie. Aux États-Unis, elle s'appelle la NES.
parce que ça sonne comme VHS ou comme VCR, parce que tous les objets électroniques pas particulièrement rigolos ont un nom en 3 lettres, en fait. C'est juste pour passer inaperçu. Et le premier package Nintendo qui est vendu aux États-Unis, vous voyez, c'est présenté comme si on vendait le robot, et tout en haut à droite, un peu planqué, c'est la console. Une des consoles les plus importantes de l'histoire est entrée en Occident comme c'était de la contrebande. Déguisée en lecteur de cassette, vendue comme un accessoire pour jouer. Est-ce que vous imaginez le temps que ça a pris de créer une stratégie pareille, et genre les ressources, et les efforts, et même le risque, surtout le risque en fait, de débarquer dans un pays où tu ne sais pas si tes produits vont être appréciés en camouflant ton produit principal? Et il fallait vraiment qu'ils aient une confiance absolue en la qualité des jeux pour faire une chose pareille. Il faut vraiment qu'ils se soient dit, on a juste besoin que les gosses aux États-Unis jouent au jeu une fois. Ils jouent au jeu une fois, c'est gagné. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont mis Rob dans les boutiques. Et donc, quelques enfants. Ça, c'est important, le une fois. Faut savoir que quand on parle de marché ou qu'on parle et cetera, de marketing, le une fois est très important. Parce que si on arrive à faire bonne impression dès le départ, vous avez le client. Par contre, il suffit qu'il y ait un hic, un mais, un doute, c'est perdu. Et il y aura pas de seconde chance. On redonne jamais une deuxième chance à un client qu'on a perdu. Un client ne donnera jamais une seconde chance et c'est pour ça en misant sur Rob et le jeu qui l'accompagne, justement, qui est plutôt un bon jeu à l'époque, il devait pas se planter. C'était important qu'il ne devait pas se planter. S'il se plantait cette fois-ci, Nintendo irait jamais aux États-Unis. Ont demandé à leurs parents de leur acheter Rob. Ils sont rentrés. Et ils se sont rapidement rendus compte que de tous les jeux qui viennent avec le boîtier, il y en a que genre un ou deux où tu as vraiment besoin du robot. Tous les autres, ils se jouent parfaitement bien à la manette. Et ils sont tombés sur la bibliothèque de la NES. Bon, en France, on dit NES, c'est pareil. Et la bibliothèque de la NES, c'est la culture. Vous savez combien de séries iconiques sont nées là-dessus? Cette console est la raison pour laquelle pendant les 30 prochaines années, toutes les darons vont dire éteinte à Nintendo, peu importe la console que t'as quand c'est l'heure de manger. Elle est le succès qui fait de Nintendo un géant international et à la fin de sa vénérable vie, elle aura vendu 2 fois plus de copies que la Atari 2600. Et elle a ressuscité l'industrie occidentale du jeu vidéo comme un shot d'adrénaline dans le cœur. Et dès que la NES a commencé à marcher, le premier truc que Nintendo a dit, c'est ok, bon, on a été dans cette situation parce que le précédent numéro 1 n'avait pas assez surveillé ce qu'il possédait. Si vous nous faites confiance, si vous continuez à acheter nos consoles, on va être insupportable. Tout ce qui est en rapport avec nos consoles, tout ce qui est en rapport avec notre univers, tout va être fliqué. Cette promesse est devenue le saut de qualité, qui est un truc que vous avez probablement vu 50 000 fois en grandissant sur 50 000 boîtes Nintendo. Original Nintendo Soul Quality. C'est un saut, comme les marques aiment bien mettre parce que ça fait sérieux. Non. Ça, historiquement, c'est vachement important. Ça, c'est une promesse à tous les gens qui ont connu le crash de 83 que tant qu'ils achèteront des consoles Nintendo, ça leur arrivera plus. Parce que ça permet à l'américain traumatisé qui cherche dans les rayons de voir que le jeu a été directement vérifié et approuvé par le constructeur. Et en 83, c'était très très important. Et vous allez me dire, ok, très bien, je doute. Vous allez probablement me dire, je doute qu'un truc qui est arrivé au début des années 80... En fait, c'était important ce Soul of Quality. Et d'ailleurs, il y a un truc qui faisait que c'était très important. Puisque les jeux pirates, vu que c'était comme ça qui était nommé par Nintendo,
les jeux indés qui marchaient du coup sur la Famicom, hein, ça arrivait que sur la Famicom, il y avait des jeux indés. Bah, en fait, la cartouche, elle est pas grise. C'est le seul truc qu'il y aura. C'est parce qu'en dehors, bah, du coup, de son packaging avec le Soul of Quality of Nintendo, qui existe ou il n'existe pas sur le vrai jeu, du coup, attesté par Nintendo avec ce Soul of Quality, du coup, c'était, la couleur de la cartouche et parce que du coup, Nintendo avait le droit de breveter cela, par exemple. Parce que c'est un objet, c'est un truc concret. Une idée, c'est pas concret. Mais un objet, dire qu'une cartouche est de couleur grise, ils avaient tout le droit de breveter tout ça. Soit la raison pour laquelle Nintendo fait fermer ma chaîne YouTube de musique aujourd'hui. J'entends bien, mais les jeunes devs de Nintendo qui ont élaboré le plan et qui ont camouflé la NES et qui ont fait tout ça et qui avaient 25 ans à l'époque, aujourd'hui ils ont 60 ans et ils sont vice-présidents. Et c'est eux qui font la culture de l'entreprise. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Nintendo est une boîte qui est remplie de gens qui se souviennent très très bien avoir vu de leurs yeux l'industrie occidentale tomber parce que le numéro 1 de l'époque fliquait pas assez ce qui lui appartenait. Et ils se souviennent que les conséquences ont été tellement graves qu'ils ont dû rentrer en Amérique comme des criminels. Ils se souviennent aussi que le juge qui aurait pu sauver Atari, qui aurait pu interdire à tout le monde de faire des jeux sur leur console, a refusé sous le prétexte que Atari n'avait pas été suffisamment strict avant. Et donc ils ont appris ce jour-là que quand tu as besoin de la justice, elle va regarder comment tu t'es conduit jusque-là. Et là, elle va choisir si elle t'aide ou pas. Et enfin, ils se souviennent, et je pense que c'est le pire, je pense que c'est ça qui a le plus traumatisé Nintendo. Ils se souviennent que c'est pas des rivaux d'Atari qui ont fait tomber Atari. C'est pas une des 14 marques qui essayaient de faire une console pour concurrencer. C'est des gens qui sont venus faire des jeux sur leur console. Et je pense que c'est la plus grande leçon du crash de 83. C'est quelqu'un qui s'accroche à toi et qui salit ton image, fait 1000 fois plus de dégâts que n'importe quel concurrent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils pètent des câbles comme ça sur les gens qui font des trucs Mario, des trucs Pokémon ou des trucs Zelda. Et sachez ce qu'il vient de dire, ça marche avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui, ce qui marche à la télé, ce qui marche sur internet, et ce qui a longtemps marché, c'était les dramas. Les dramas, hop, maintenant tu fais des shorts, tu fais un drama et la loi de Brandolini, s'applique à ce niveau-là. C'est qu'il faut 10 secondes pour dire une connerie et plusieurs minutes pour expliquer pourquoi ce qu'il dit, c'est une connerie. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps. Plus personne a le temps et donc la connerie va faire plus de vues que, du coup, les trucs, justement, l'explication. C'est pour ça, pendant un moment, tout le monde parlait, par exemple, de Sylvain et de Pierre Chabrier. Personnellement, je me suis même pas attardé, et je me suis dit: «En vrai, il y a moyen que quelque part derrière, ils ont eu l'idée de vouloir doubler leur buzz par du bad buzz. Un bad buzz reste un buzz» et pour ça, ben, hop, voilà et ça se voit au niveau des courbes. Il y en a un qui a fait un short qui montrait du coup au niveau des courbes le taux d'abonnement YouTube, des 2 depuis le départ après leur séparation et bah, étrangement, le fait que ça a fait le drama avec les vidéos, les 2 courbes montent, mais ils montent plus drastiquement que s'ils faisaient pas la vidéo en disant, ouin ouin, voilà ce qu'il m'a fait et ouin ouin explication. Ça paraît con comme ça, mais voilà et du coup, c Je pense toujours toujours ça que marche la marque se fait plus de mal. et il y a plein de gens qui essayent de se faire connaître en faisant des shorts disant, «Voilà la vérité» en citant un gros youtubeur ou dire quelque chose qui s'est passé, une anecdote avec ce gros youtubeur. Des fois qui peut être de l'ordre du privé. Alors je dis pas que certains cas, faut que ça soit protégé ou quoi que ce soit.
C'est vrai que si le mec, c'était un connard au niveau judiciaire, au niveau légal, ce mec, il doit être condamné. Mmh. Mais quand ce truc, c'est, ouais, ce mec, il a pas voulu te donner de pourboire, par exemple, ben, qu'est-ce qu'on en a à foutre? OK, il donne pas de pouvoir pourboire, mais j'en ai quelconque à foutre de ça? Non! Et le problème, c'est que c'est ça YouTube. Et c'est ça maintenant ce que la loi de Brandoni, on la cite beaucoup aujourd'hui parce que justement, c'est ça qui est en train de s'appliquer et on n'écoute qu'un son de cloche, pas les 2. Voilà. Mal que de bien être aussi dur avec ses joueurs. Surtout que Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé avec Atari, et ça a créé tellement une peur chez Nintendo que du coup, ils sont, hyper stricts. Sauf que, le jeu vidéo a évolué et Nintendo, eux, ils ont pas évolué et d'ailleurs, pendant longtemps, Nintendo, ils ont pas évolué, puisqu'avant, il y avait le, Nintendo Creator partenariat. À savoir, un partenariat que tous les vidéastes, pas trop streamers à l'époque, c'était surtout des vidéastes. Tout ce qui était youtubeur, vidéaste, que ça soit Dailymotion ou autre, devait faire un partenariat avec Nintendo, pour, pouvoir streamer du Nintendo. Sinon, tu avais une grande chance de te faire strike ta chaîne et ou te prendre des procès par Nintendo ou alors, justement, tu te faisais démonétiser ta vidéo ou l'intégralité de ta vidéo sera monétisée, mais tout l'argent irait à Nintendo. Donc voilà. Avant, ils faisaient ça que sur YouTube, sur Dailymotion et cetera. C'est important de savoir ça et ils ont toujours gardé cette image de vieux. Pour vous donner une idée, la Wii et la DS sont des consoles qui étaient très en avance sur leur temps parce qu'elles pouvaient capter la Wi-Fi. Ça pouvait se connecter sur internet sans, besoin de le brancher. À comparer, la PS2, il fallait un câble Ethernet jusqu'à la PS2 pour se faire et alors que c'était du coup les plus avancés sur le marché au niveau de internet, ils ont tout, fait pour jouer en local, là où, la PlayStation, ils se sont dit: OK, nos concurrents, n'ont pas besoin de câble Ethernet pour se brancher, peut-être, qu'on devrait, voir pour rapprocher les gens sans besoin qu'ils aient à se déplacer chez un ami». Et là, bim! Eureka, les jeux, en ligne ont explosé et voilà. Ce qui a donné, du coup, le retard qu'a eu Nintendo au niveau des jeux en ligne était impressionnant. Mais c'est pas ça parce qu'ils ont une direction trop vieille. Ils étaient très qu'aujourd'hui, en retard. le droit de la propriété intellectuelle les protège beaucoup mieux que dans les années 80. Mais disons que je comprends le traumatisme. Alors, pour revenir parce que du coup, il dit: «Ouais, les droits de propriété intellectuelle les protègent mieux». Comme je disais, une idée, on peut pas. On peut pas protéger une idée. On peut y protéger, heu, on peut protéger un objet, on peut protéger un brevet, on peut protéger, heu, quelque chose de concret, même des prototypes, même de l'hypothèse prototype, parce que c'est concret. Il y a des schémas, il y a une explication. S'il y a des schémas et des explications, tu peux protéger ça. Le droit, de la propriété intellectuelle, c'est, c'est un truc concret. Si demain quelqu'un fait un truc, qui ressemble, proche, mais qui a assez de différence pour, te niquer, il te niquera et c'est ce qui se passe, par exemple, avec les remixes ou quoi que ce soit. Justement, il y a ce truc de propriété intellectuelle qui peut pas marcher. Parce qu'il aura changé suffisamment, tout en gardant le même rythme.
Mais du coup, bah, en fait, voilà. Du coup, ouais, cette vidéo était en train de montrer pourquoi Nintendo porte plainte contre tout le monde, etc. Et pourquoi ils ont cette image. Du coup, oui, c'est parce que du coup, ils ont une gouvernance très vieillissante qui ont subi, du coup, le crash jeux vidéo des années 80 par Atari, qui ont connu ça. Alors, ils n'étaient pas acteurs, ils étaient spectateurs, mais ils l'ont vu de très près. Ta, ta, ta. Du coup, oui. On peut passer sur ça. Est-ce que tu peux éviter de... C'est tortillé. Les fils, c'est tortillé de partout. Non, bah, c'était intéressant. En vrai, de voir savoir tout ça. Mais ouais, comme je disais, comme il est trop vieillissant, Nintendo, du coup, avec cette gouvernance, ils n'ont pas vu le potentiel que peut avoir un public sur une œuvre. Alors, je parle d'un public et non pas de concurrents ou de possibles personnes voulant détruire leur marché, mais un public. En fait, quand tu es fan et que tu es vraiment fan, il y a des gens qui derrière. Je connais aucune convention sans voir par exemple des cosplays de Star Wars qui sont largement mieux faits que les costumes d'époque. C'est vraiment impressionnant et en fait, le public peut avoir vraiment une influence tellement forte que ça peut transporter des trucs hyper loin. Par exemple, c'est le cas pour, Two Project, pour ceux qui connaissent. Touhou, c'est, des shoot'em up, appelés des Danmaku parce que, c'est un cas à part de difficulté extrême sur un shoot'em up auquel ça te demande des fois du, pixel perfect pour vous dire à quel point, c'est difficile et Zune a protégé bien sûr son œuvre et il l'a dit et il l'a fait clairement comprendre à, justement son public: «Faites, faites». Et aujourd'hui, Touhou, les fans de Touhou ont fait un animé, ils ont fait des jeux qui ressemblent, ils ont fait des livres, ils ont fait, des web stories, des webcomics, plein de trucs autour de Touhou, qui fait que ça s'est exporté de partout. C'est venu jusqu'ici en France, c'est venu aller jusqu'aux États-Unis et tout ça, à la base, ça vient d'un univers qu'un mec a créé. Il a même créé sa boîte, dont il est le seul membre. Il est toujours le seul membre officiellement. Il fait musique, il fait les dessins, il fait le codage du truc et tout. Il fait tout lui-même et il a fait parler de lui dans le monde juste en laissant les clés bah, justement aux fanatiques, aux vrais fans. De même genre, début des années 2000, sort, Half-Life. Pour ceux qui connaissent pas Half-Life, jeu développé par Valve, aujourd'hui est un classique, des jeux PC et Half-Life, sur son moteur et ben, il a laissé les gens, faire tout et n'importe quoi comme, mode. Et notamment un mode qui s'est fait, mettre en avant, mettant 5 individus contre 5 autres individus, dont le principe est d'acheter des armes qui proposaient à la base justement Half-Life, heu et il y aurait un objectif. C'est les 5 premiers individus devraient défendre contre les 5 autres individus et à 2 points spécifiques, il faudrait que les 5 secondes individus du coup, puissent les autres, justement, puissent, poser un truc que, les 5 premiers doivent empêcher. Ça vous rappelle pas quelque chose? Voici la naissance de Counter Strike et ça, c'est grâce à des fans. Counter Strike, donc créé par Valve,
ça a été fait par des fans avant, par le biais d'un mod. Et il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je dirais même les styles de jeu, les nouveaux genres de jeux des fois, se développent par le biais d'un mod, par le biais d'un fan et les nouvelles idées, eh ben, en fait, c'est soit les indépendants, donc les indies et soit les justement des fans qui vont faire un mod qui va rendre le truc. Et pour comparer, il y en avait une deuxième gros industrie du jeu vidéo qui ont tout fait, contre leurs fans, c'est Rockstar. Rockstar, jusqu'à GTA 4, je précise parce que à GTA 5, ils l'ont mais ils faisaient la guerre aux tous ceux qui veulent modder. Tu faisais un mod sur Rockstar, derrière, bah, tu pouvais, recevoir, une lettre, de la part de Rockstar disant d'abandonner tout de suite ou, carrément, ils pouvaient t'envoyer les avocats et cetera quand justement, tu devenais un peu trop, gênant pour eux et Rockstar, au bout d'un moment, ils se sont dit: «En fait, les mods, ça nous fait parler de nous». Les gens, ils arrivent, ils font des vidéos et cetera, auxquelles ils testent un mode et cetera, ils rigolent et cetera. Ben, derrière, ça donne envie à des gens d'acheter le jeu, d'installer ces mods, juste pour qu'ils rigolent à leur tour. Ouais et tout d'un coup, Rockstar, ils se sont mis à, heu, être un peu moins, excessifs sur les trucs, des mods. Bon, ils restent en contrôle, hein, s'ils voient le truc qui est un peu trop dérangeant face à leur image, bonjour. Sinon, pour le reste des cas, bon OK, c'est drôle et cetera, bam, 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 on va laisser et ça nous fait vendre et ainsi, ben, GTA 4, c'est plutôt bien vendu. GTA 5, c'était tellement un best-seller qu'aujourd'hui, c'est le jeu le plus vendu au monde et ils auraient pu faire un procès à l'époque à 5M s'ils voulaient et ils l'ont pas fait. Parce qu'ils savaient que le RP, bah, ça attirait du monde et plus que ça attirait du monde à acheter le jeu pour pouvoir faire du RP. Et ben bingo et du coup, je crois et j'avais entendu cette rumeur-là et je pense qu'elle est vraie, qu'ils vous ont, embauché les mecs de 5M pour GTA 6, un truc comme ça. J'avais entendu cette rumeur-là et donc la possibilité de faire du RP avec GTA 6 serait plus qu'avérée du coup. Donc c'est des fois, les fans peuvent faire des choses bien, mais en fait, c'est ça. Heu, le problème, c'est que, du coup, certains ont vu un marché là où c'était pas protégé et ça sera toujours le cas, hein.